bienvenue à tous, hein. Moi, c'est Sylvain Hérault. Je suis facilitateur en intelligence collective et en fait, je vais vous parler quand même vite fait mon parcours pour bien comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. Moi, j'ai un profil très orienté digital. J'ai commencé webmaster, j'ai ensuite fait des sites web et je me suis passionné pour tout ce qui était plateforme collaborative, les intranets collaboratifs, après tout ce qui est outils numériques pour faciliter le travail collaboratif dans les entreprises. Donc j'ai été consultant, ensuite j'ai été responsable de domaine collaboratif dans une grande entreprise et je suis passé indépendant. Et en fait, depuis de nombreuses années, je me disais que plus l'ergonomie des outils allait être améliorée, plus ça serait facile de collaborer en entreprise avec ces outils numériques. Et en fait, dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis intervenu, à chaque fois, on tombait sur les mêmes problématiques qui étaient plutôt d'ordre humain, en fait. C'est-à-dire que j'avais beau mettre en place des outils, former, accompagner le changement, etc., etc. Finalement, on tombait sur des problématiques qui étaient tout le temps les mêmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était intelligence collective, gouvernance partagée, et que j'ai commencé à me former à ces outils et à la posture vraiment de facilitateur. Donc là, je vous ai mis mon lien vers mon profil LinkedIn et puis mon email perso en attendant vraiment que je professionnalise tout ça. Donc, je me présente auprès de vous. Finalement, c'est un petit peu ma première présentation de quelle est ma vision et mon ambition en proposant ces services-là. C'est que aujourd'hui, pour moi, on a une forme d'obligation vis-à-vis des générations à venir, mais la nôtre aussi, de travailler vraiment en accord avec les objectifs de développement durable. En conclusion, autour de ça, c'est que pour moi, on ne peut plus produire des biens et des services de la même façon. On est obligé de se réinventer. Et puis pour se réinventer, bah, va falloir qu'on fonctionne différemment. Et pour fonctionner différemment, bah, ça veut dire que tous nos dirigeants, nos managers, nous tous finalement, même au sein de nos familles, on doit adopter des postures qui sont un petit peu différentes. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, ce graphique qu'on voit là sur la présentation, c'est quelque chose qui est communiqué à des jeunes qui sont en master et on leur demande dans leur mémoire d'intégrer tout de suite, en fait, ces objectifs de développement durable. C'est-à-dire que les jeunes générations aujourd'hui, elles ont complètement conscience du monde dans lequel on évolue et vers quoi ça tend. Et sans être catastrophiste, mais il y a un petit peu, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Et donc, ils sont déjà en train de changer leur état d'esprit, ces jeunes-là. On va y revenir un petit peu plus loin, mais ça vous donne comme ça un ordre d'idée. Donc, je voulais partager un petit peu un constat général. C'est qu'aujourd'hui, on a des problématiques qui sont à la fois écologiques, et aujourd'hui, on doit faire moins avec mieux. Les contraintes numériques, on l'a vu aussi avec le télétravail, en l'occurrence, on voit tous les problèmes, toutes les difficultés qu'on a rencontrées. D'ordre économique, on a des mouvements qui commencent vraiment à s'orienter vers l'open source, le bien commun. Donc, comment réinventer un modèle économique euh, en prenant ça en compte. On a ces problématiques d'ordre organisationnel, où maintenant on souhaite des organisations beaucoup plus souples, agiles, moins pyramidales, beaucoup plus horizontales. Donc c'est comment on va trouver ce juste milieu, parce que des fois le modèle pyramidal là, il convient, des fois non. Donc c'est comment finalement réinventer tout ça. Et je dirais aussi les problématiques de sens de la vie, c'est finalement, j'ai rencontré pas mal de jeunes qui, à peine sortis de leur école, se posent déjà la question du sens de leur travail et qui sont déjà, à peine sortis de l'école, qui souhaitent déjà se réorienter. C'est-à-dire qu'on vit vraiment une crise spirituelle, une crise de sens aujourd'hui et qu'il faut traiter. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vraiment, il y a un lien avec la posture du facilitateur.
Donc, quelque part, dans nos organisations, comment ça se traduit? C'est des changements qui s'accélèrent et qu'on ne peut plus prévoir. C'est que, bah, comme je disais avant, on ne peut plus concevoir des biens et des services de la même façon. Il faut qu'on prenne en considération bah, nos ressources, comment ça va être traité aussi derrière, comment transformer un déchet en ressource. C'est vraiment ces problématiques d'économie circulaire. On n'a plus des avantages compétitifs sur la durée. Il faut sans arrêt se réinventer. Et des fois, notre manière de fonctionner est aussi une forme d'innovation. C'est pour ça que je parle de nouvelles formes d'organisation et de collaboration. Des, euh, des stratégies individuelles se mettent en place à l'encontre des organisations. Ça, c'est du vécu. Il y a dans des sociétés aujourd'hui qui se transforment ou à qui on pose une injonction de changer. Vous allez devoir fonctionner en mode agile. Par exemple, une grande banque dans laquelle je suis intervenu, on donne cet objectif un petit peu à tout le monde et en fait, ça crée des stratégies individuelles de survie. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi parce qu'ils ont peur de ne pas s'adapter, etc. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui limitent des fois, sabotent les projets ou l'ambiance d'une équipe. Mais tout ça parce qu'on n'a pas pris en compte finalement la sécurité psychologique des individus. Donc les nouvelles générations moins investies, c'est ceux qui sont en quête de sens. L'autorité ne s'exerce plus de la même façon. J'irais même jusqu'à dire le leadership ne, ne s'exprime plus de la même façon. Et aujourd'hui, on peut dire qu'un seul individu ne peut plus maîtriser l'ensemble des problèmes. Euh, on le voit, enfin, c'est assez symptomatique ce qu'on entend à l'actualité. La crise qu'on a autour de la distribution des vaccins ou avant les masques, on voit que le modèle de concertation, prise de décision n'est absolument plus adapté, en fait. Donc finalement, est-ce qu'on ne devrait pas changer la manière dont on lead, dont on embarque les équipes en acceptant l'incertitude, vraiment en prenant en considération aussi toutes les personnes, tous les talents. C'est-à-dire on a souvent tendance à laisser parler un peu les grandes gueules, mais les personnes introverties, est-ce qu'on les consulte? Euh, Est-ce que quand je crée un service, un produit, est-ce que je prends en compte toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'ensemble déjà de mon équipe, mais aussi ça peut être mes clients. Est-ce que je les intègre dans la conception de mon produit ou de mon service? Est-ce qu'il y a un climat qui est favorable à la coopération, à l'entraide? Est-ce qu'on est en capacité de mutualiser des ressources? Souvent, j'ai rencontré dans l'entreprise, moi, j'étais souvent celui qui mettait de l'huile dans les rouages. Vous savez, quand il y a un problème et puis qu'on va voir quelqu'un, ah, c'est toi qui peux m'aider là-dessus? Ah bah non, non, c'est pas mon rôle. On va voir quelqu'un d'autre. Ah bah non, c'est pas à moi de faire ça, tu devrais demander à machin. Je vais voir machin. Bah non, en fait, il y a personne alors qu'il suffirait d'une petite action. Et en fait, chacun se réfugie derrière son rôle et ne sort pas finalement du cadre. Et des fois, ça crée vraiment des goulots d'étranglement, en fait. On a les rouages qui sont complètement encrassés, sclérosés. Donc l'idée, c'est de créer un environnement favorable et vraiment pour impulser une dynamique d'intelligence collective. Et comme ça permet l'innovation, la créativité. Donc le manager facilitateur, j'aime bien quand on me pose la question, mais c'est quoi un facilitateur? J'aime bien répondre que bah, c'est simplement quelqu'un qui rend les choses faciles, en fait. On trouve différentes définitions et je vais vous en donner quelques-unes que j'ai trouvées. Je vous ai mis les sources en bas de chaque petit dessin. Le facilitateur permet à un groupe d'identifier un problème et ensuite de le résoudre. Donc là, dans ce dessin-là, on propose à la fois le... C'est à la fois des... Hop, je vais peut-être vous faire utiliser un petit stylet. Non, ah, ça ne marche pas là, bah, tant pis.
Donc, la communication et la prise de parole en public, la pédagogie, la capacité d'écoute, l'expertise en processus collaboratif. Déjà là-dessus, est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez des questions? Ou est-ce qu'il y a des termes qui méritent d'être clarifiés? Je ne sais pas s'il y a vos Vous micros pouvez remettre vos d'activer. micros en route à n'importe quel moment pour poser des questions. Pas très clair personnellement. Et puis sur le constat, hein, pareil, ça je vous apporte, c'est mon point de vue perso, mais si vous avez des choses à ajouter ou des choses sur lesquelles vous êtes pas d'accord, n'hésitez pas à réagir, hein. Je vois le chat qui s'affiche, donc n'hésitez pas par écrit, comme vient de le faire Thierry. Voilà, c'est une manière d'interagir, parce que là, je me sens un peu seul, j'ai l'impression de parler tout seul, en fait. Non, on est là, rassurez-vous. Super. Donc l'idée, c'est, je vais passer à la diapo suivante, c'est une autre définition. Là, on a aussi la vision, une autre vision d'un autre rôle de facilitateur, d'autres rôles qui sont décrits. Ça peut être faciliter vraiment l'engagement, l'innovation, la créativité. Euh, Ça peut être des formats pédagogiques. Travailler sur l'intelligence émotionnelle, ça c'est même essentiel. Et d'avoir une vision d'ensemble. En fait, sur ces diapos-là, il y a, je vais passer la troisième. Le rôle du facilitateur, ça peut être aussi un architecte, un pilote et un guide. Le rôle du facilitateur, c'est finalement de permettre à un groupe d'identifier où sont ses problèmes, où sont ses difficultés. Et justement, une fois qu'on a identifié ces difficultés, d'aider le groupe à trouver ses solutions avant que ça devienne un problème. La notion un petit peu entre difficulté et problème, je fais vraiment une différence. Une difficulté, on va dire de manière cognitive, si on la traite, la difficulté, dans les 3 semaines, du moment où on l'a rencontrée, et si on permet un espace où on a la possibilité de le traiter, justement, ça ne devient pas un problème. Ça ne devient pas quelque chose de... Cette forme de, de mémoire affective qu'on garde, cette rancœur qu'on peut garder parce qu'on ne m'a pas permis de traiter cette difficulté-là. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, mais le facilitateur, il est à la fois là, comme je l'ai fait au début de la réunion, pour clarifier une intention, ici, pour ensuite de concevoir un design, c'est vraiment c'est concevoir un déroulé sur un temps déterminé. On se dit, OK, notre intention de départ, c'est celle-là. On veut arriver à une résolution d'une difficulté ou d'un problème. Et en fait, ce qui est important, c'est de lâcher prise complètement sur le résultat. C'est ça qui n'est pas évident. Dans la posture d'un manager aujourd'hui qui a l'habitude de tout contrôler et de tout prévoir, le résultat de la facilitation, on ne le connaît pas. Donc en fait, c'est déjà dans la posture de lâcher prise complètement sur le résultat. Ça, c'est déjà quelque chose qui est pas évident. Ensuite, c'est un pilote, c'est-à-dire qu'il va poser un cadre, et on l'appelle des fois cadre de bienveillance ou cadre de sécurité, mais c'est un cadre, hein. C'est comme quand on fait de l'animation avec des enfants et qu'on veut leur proposer un jeu, on pose des règles, et ces règles, on doit les respecter. Je peux vous partager une expérience, c'était au sein d'une collectivité qui souhaitait travailler sur les activités périscolaires, les NAP, et il fallait qu'ils revoient le rythme scolaire. Donc, ils m'avaient demandé d'intervenir, et j'ai été intervenu sur trois matinées. Et en fait, la difficulté, c'était que le groupe n'était pas le même à chaque fois. Donc, il fallait à chaque fois quand même revenir sur l'atelier d'avant, ce qui avait été décidé, et on avançait.
Et ben, on était dans une école maternelle, et il y avait le samedi matin, il y avait la directrice de l'école qui ne faisait pas partie du groupe de réflexion, elle était à l'école. Et sur la troisième matinée, quand on allait prendre la décision, elle a décidé d'arriver à ce moment-là et d'imposer son point de vue alors qu'elle n'avait pas participé aux 3 ateliers d'avant. Et ben, j'ai expliqué le cadre une fois, 2 fois. La troisième fois où elle a été hors cadre, ben, je l'ai invitée à sortir. En fait, le facilitateur, il est aussi gardien du cadre, c'est-à-dire que là, cette personne-là, elle voulait imposer son point de vue, elle n'était pas à l'écoute et dans une dynamique vraiment d'intelligence collective. C'est-à-dire qu'elle n'apportait pas son point de vue au groupe pour aider le groupe à trouver une meilleure solution. Non, elle voulait simplement imposer son point de vue. Et ça, c'est hors cadre d'une facilitation. On est vraiment gardien de la sécurité du groupe. Si on veut permettre à tous les introvertis de s'exprimer, si on veut permettre à toutes les personnes qui ont beaucoup d'énergie de la canaliser, c'est vraiment le rôle du facilitateur en posant un cadre vraiment très clair. Et finalement, ce cadre aussi, il ne faut pas vouloir, c'est vraiment là dans les trucs et astuces, si vous devez adopter une posture de facilitateur, le cadre, ça résout 80-90% des problèmes en général. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est il ne faut pas l'imposer, le cadre. En général, on le co-construit. Donc après, pour le co-construire, il y a différentes techniques, mais typiquement, si on veut travailler sur un exemple, si on veut travailler sur la performance d'une équipe, ben, en début de réunion, il suffit de simplement de prendre un petit temps et de se poser la question, le facilitateur qui pose la question, c'est quoi pour vous une équipe qui performe? Et là, on commence à avoir des mots-clés, et puis on commence finalement à avoir un cadre de sécurité. Ah bah tiens, pour qu'une équipe fonctionne bien, eh ben, il faut qu'on fasse attention à ça, à ça, à ça, à ça. Et c'est le groupe qui crée son cadre. Le groupe, il a sa propre culture de fonctionnement. Donc, ce n'est pas moi qui arrive de l'extérieur qui va imposer un cadre, même si j'en propose un au départ. Hein, si ça ne s'exprime pas, si les gens sont un petit peu bloqués, j'hésite pas à amorcer la pompe. Mais très vite, je vais les inviter à mettre leurs propres mots dessus et à imaginer leur cadre de fonctionnement. Donc après, il faut aussi avoir conscience que ce cadre, il n'est pas figé. C'est là où je vais parler d'agilité. L'agilité, c'est quoi? C'est être en capacité aussi de manière itérative, de revenir sur quelque chose qu'on a défini, qui était bon à ce moment-là, mais c'est la vie. Une entreprise, une organisation, c'est vivant. Et il faut être aussi en capacité de s'adapter à ce qui est. Je veux dire, le cadre de travail avant Covid, c'est pas le même que celui qu'on a actuellement. Donc, comment être en capacité de s'adapter en permanence? C'est aussi ça, la posture d'un facilitateur, c'est aussi de lâcher prise et d'aider le groupe à exprimer son cadre de fonctionnement. C'est un guide qui focalise sur le sens et les objectifs. Je vais même parler d'aider les gens à se centrer sur leur passion et d'exprimer quelle est leur vision. Si je dois intervenir dans une entreprise ou même au sein d'une collectivité, c'est essentiel dès le départ d'aider le groupe à travailler sur « Ok, on en est où aujourd'hui et vous voulez aller vers quoi? C'est quoi un petit peu jusqu'où vous voulez aller? » Et après, on va décliner sous forme d'objectifs. C'est un petit peu vous donner le cap. En donnant la vision, vous donnez le cap. Si on prend la métaphore d'un bateau, on veut aller par là, mais on s'adapte finalement aux éléments. On est obligé des fois de prendre des bords. On ne va pas prendre la ligne droite, on ne va pas au point le plus court finalement. Donc, c'est quoi au final? C'est pas un formateur, un facilitateur. C'est pas un coach, même s'il y a ce point commun avec la posture basse et des fois des questionnements qu'on va donner.
C'est pas un consultant, c'est-à-dire que c'est pas un sachant qui va dire c'est comme ça que ça se passe, même si une fois qu'on a l'expérience de faciliter, c'est toujours intéressant de pouvoir donner son point de vue, mais là, on fait un petit signe au groupe et moi, j'aime bien dire, j'enlève ma casquette de facilitateur et puis là, je vous donne un avis perso, moi en tant que Sylvain Hérault. Et là, je remets ma casquette de facilitateur. Et c'est pas un animateur, même si des fois, il faut savoir impulser de l'énergie. Et par rapport à l'animateur, il y a quand même cette notion de cadre dans lequel on s'inscrit qui est important. Donc, quelque part, pour moi, c'est un leader qui est conscient. C'est quelqu'un qui va prendre le lead. Et le facilitateur, il peut très bien tourner. Hein, si on a des personnes qui souhaitent monter en compétence en même temps ensemble, c'est très intéressant d'avoir un leadership tournant, c'est-à-dire qu'un facilitateur qui va vraiment faciliter un atelier. Et puis la semaine d'après, c'est quelqu'un d'autre. Et d'avoir des rôles comme ça, un rôle qui va garder le temps de la réunion, un qui va prendre des notes, et peut-être on peut même imaginer quelqu'un qui est en position méta, qui est un petit peu à l'extérieur, mais qui observe et qui va donner son feedback, qui va donner ses retours sur les interactions du groupe à la fin. Et il n'y a pas de débat, c'est juste voilà, ce qui a été observé. Ça, c'est des idées que je vous donne, à vous de voir comment c'est possible, comment vous pouvez l'intégrer dans vos pratiques. C'est un gardien de la cohérence, donc vraiment de l'alignement. Quand je demande aux gens quelle est votre intention, c'est bien de travailler sur l'intention individuelle, mais après, c'est aussi bien, à un moment donné, pourquoi pas proposer de travailler, c'est quoi notre intention collective, finalement. C'est là où on commence à parler un petit peu de vision. On invite les gens c'est par là qu'on veut aller. Donc, le facilitateur, il a toujours ça en tête. Il a le cadre et vraiment l'alignement vers la vision. C'est un créateur d'espace de confiance. C'est, comme je le disais, c'est permettre à tout le monde de s'exprimer. Et des fois, si on a dans un cercle, dans un atelier, si on a des niveaux hiérarchiques qui sont différents, ça mérite aussi de dire que là, on est tous en équité. On est tous au même niveau là, dans cet atelier-là. Donc, des fois, dans certaines entreprises, ça mérite d'appuyer encore plus là-dessus. N'hésitez pas à dire, on va travailler ensemble pour résoudre tel problème ou telle problématique, telle difficulté qu'on rencontre, et toutes les idées sont les bienvenues. Après, c'est se mettre d'accord sur comment est prise la décision. Si on aboutit à une proposition, est-ce que c'est le groupe qui prend la décision? Est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est le dirigeant au-dessus? Tout ça, c'est à déterminer au départ. Finalement, ça fait partie aussi du cadre, les choses qu'il va falloir mettre au clair, les choses qu'il va falloir clarifier en amont. Et c'est un architecte de futur souhaitable. C'est parce que j'aime bien cette notion d'architecte, parce que on va concevoir vraiment un atelier sur mesure par rapport à tout ce qui est exprimé par le groupe. On peut imaginer un accompagnement en plusieurs étapes et d'aider les gens après à vraiment arriver à des propositions qui sont des solutions pour eux. Et pourquoi pas aller plus loin après, les accompagner en les formant à la facilitation pour devenir vraiment autonomes et leur donner cette capacité d'adaptation en permanence pour traiter des sujets à la fois très opérationnels, hein, ou des sujets stratégiques, ou des sujets qui sont plutôt d'ordre de la gouvernance, la manière dont fonctionne l'organisation ou l'équipe. Est-ce que, pareil, je vous demande un petit feedback là, est-ce que ça va? J'ai perdu personne là jusqu'à maintenant? Pas de réponse? On est là, on a même un nouveau venu pendant la présentation. Très bien. Alors, par où commencer? Je vous ai déjà donné pas mal de petits détails, de trucs et astuces. Donc, là, si je me mets à la place d'un manager, là, je parle vraiment à l'individu, c'est se questionner sur quelle est ma posture aujourd'hui et comment elle est perçue.
c'est aussi oser recevoir des retours de ses collaborateurs, de son équipe ou de son écosystème autour de soi. Est-ce que vous êtes au clair avec ce qui vous anime au quotidien? C'est quoi qui vous met en énergie le matin? Ça, c'est bien quand même de l'identifier. Surtout quand on vit des moments de crise comme ça, des fois, ça vaut le coup de se recentrer sur « Ok, moi, ce qui me nourrit, clairement, c'est ça. Là où je prends mon pied, là où je m'éclate, c'est là. Et je ne le perds pas de vue. Quelles sont mes valeurs? Ça, c'est toujours intéressant. C'est du travail qui peut être fait grâce à un coach aussi. Là, on est vraiment sur l'individu. Et c'est de travailler sur ses valeurs. Il existe plein d'outils en ligne aussi qui permettent d'identifier quelles sont mes valeurs. Et ça permet, on commence à avoir un environnement, on va dire, clair, sain, dans lequel on souhaite évoluer. Est-ce que ma vision est claire? C'est-à-dire, si je suis dirigeant d'entreprise, est-ce que j'ai clairement exprimé ma vision de l'entreprise à tout mon personnel? Est-ce que moi, en tant que manager, j'ai exprimé, bon, bah voilà, sur l'année, je souhaite vraiment qu'on évolue sur ça. Et moi, j'aimerais qu'on aille là ensemble. Voilà. Est-ce que votre vision, elle est claire? Est-ce que le périmètre de votre rôle est aussi bien défini? Parce que des fois, bah, on peut avoir des personnes qui veulent tellement tout contrôler, qui ont la main un petit peu partout. Donc, est-ce que ce périmètre, il ne mérite pas d'être mieux défini? J'aime bien cette expression, cette citation de Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est un petit peu la métaphore que je vous donnais du bateau tout à l'heure. C'est bien de tirer des bords quand on sait exactement quelle est notre destination. Donc, se questionner toujours, c'est aussi au niveau de mon équipe, de mon entreprise, c'est quel est l'état de maturité collaborative de mon entreprise, de mon équipe. De partir sur un état des lieux, est-ce que justement cette vision est partagée? Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire un petit atelier. Qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui chez nous, mais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Bien, on commence à... Vous n'avez pas d'ordre du jour de réunion, c'est les difficultés, les tensions qui sont remontées qui créent l'ordre du jour. Alors après, vous n'avez pas à les traiter dans une seule réunion, mais au moins, vous allez traiter ce qui est vraiment vivant aujourd'hui, les choses qui sont importantes. C'est aussi ça, l'agilité, c'est aussi de manière régulière de revenir interroger tout ça et de remettre en question les choses. Et puis, n'oubliez pas d'impliquer toutes vos parties prenantes. Si on interroge, là on est vraiment dans le domaine de la méthodologie agile, intégrer les parties prenantes, vous aurez des surprises. On essaie toujours de se mettre à la place du client ou de la personne qui va utiliser nos services. Et en fait, on ne l'a pas conçu en le prenant en compte dès le départ. Donc c'est bien, n'hésitez pas à faire cette expérience-là. D'une manière générale, autour du changement, j'entends souvent dire que les gens veulent pas changer en fait. Il faut leur imposer vraiment le changement et il n'y a que là où ça va vraiment changer. Mais en fait, je suis assez d'accord avec la citation que je vous ai mis en dessous. C'est pas le changement qu'on refuse, c'est d'être changé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est que je reviens à ma posture de facilitateur, c'est d'être en écoute active, de vraiment prendre en considération les points de vue de chacun. Et une fois que vous avez les points de vue de chacun, il y a des choses vraiment très riches qui s'expriment. Et il y a des propositions assez formidables qui émergent. Quand vous faites un tour de table et que vous avez écouté les points de vue de chacun et que d'un coup, vous posez la question, est-ce que quelqu'un a une proposition? En général, il y a un petit blanc. Et puis, il y a des fois, il y a des gens qu'on n'avait pas du tout entendus jusqu'à maintenant qui vont sortir une proposition, mais de dingue. Donc, autorisez-vous
cette expérience-là. Ouais, voilà, tester, expérimenter, j'aime bien dire, au pire, ça marche si vous avez bien mis les fondations hein, de votre intervention, c'est-à-dire vraiment le cadre, si vous êtes au clair, vous, sur ce qui vous anime, sur votre posture, que vous avez déjà bien travaillé là-dessus. Déjà, rien que votre nouvelle posture d'écoute, elle va faire changer les gens autour de vous. En termes de dynamique de groupe, il y a des choses qui se passent comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, lorsque je change, mon entourage change. Donc, ce que vous pouvez facilement expérimenter, c'est ce que j'ai appelé l'écoute active, mais j'aurais pu dire l'écoute. Hein. C'est ça la différence entre entendre et écouter. Écouter, on est vraiment en empathie avec l'autre. On est en relation. J'entends souvent, il y a dans des conversations, et surtout quand c'est engagé, quand il y a du débat, il y a des personnes qui j'entends, mais blablabla. Bla, bla, bla. En fait, la personne, elle n'a pas écouté, elle a juste entendu, elle a envie de donner son point de vue, à vous convaincre, vous persuader, et finalement, elle n'a pas véritablement écouté. Donc, c'est ça que j'appelle l'écoute active. C'est vraiment de prendre le temps d'écouter. Pourquoi pas reformuler, je ne l'ai pas mis là dans la diapositive, mais voilà, c'est des techniques aussi. C'est quelque chose qui devient un réflexe plus vous allez le pratiquer. Vous allez écouter, vous allez essayer de reformuler et vérifier avec l'autre si c'est bien ça qu'il voulait dire. Et ça va se mettre en place tout seul au fur et à mesure. Briser la glace, c'est un terme qu'on utilise. On utilise des brises-glaces des fois quand on intervient avec des groupes où des gens ne se connaissent pas forcément entre eux. Donc là, il y a plein de petits trucs et astuces, plus ou moins longs, qui nécessitent plus ou moins de matériel. En fait, c'est à vous de choisir le brise-glace qui vous correspond. Chaque facilitateur a un petit peu aussi sa couleur, hein, sa manière de faciliter. Mais il y a des fondamentaux que je vous ai déjà donnés, voilà, qu'il ne faut pas oublier. Mais vous pouvez mettre votre patte, votre couleur. Moi, j'adore jouer avec des cartes, par exemple. C'est sur tout ce qui est visuel, des petits dessins. Essayez une réunion en cercle, sans ordinateur, sans table, juste avec des chaises, peut-être un paperboard pour le facilitateur. Ça, c'est quelque chose, quand on ne l'a jamais expérimenté, on voit déjà d'autres choses qui se passent autour de la table. On est beaucoup plus à l'écoute, comme ça. Surtout sans téléphone, sans ordinateur devant soi. Exercer, pourquoi pas, si vous n'arrivez pas à avoir des prises de parole de tout le monde, instaurer un bâton de parole. Et puis le bâton de parole, chacun se le passe au fur et à mesure. À vous de voir si vous le faites en cercle, ou est-ce que le bâton passe de l'un à l'autre et c'est chacun qui dit tiens, je te passe la parole. En général, le groupe est attentif sur le fait qu'il y ait quelqu'un qui a été oublié, donc vous pouvez faire confiance au groupe là-dessus. Donc des réunions sans ordre du jour uniquement basées sur les tensions du groupe, c'est ce que je vous disais avant, c'est qu'on peut très bien, on va s'autoriser un petit atelier de 2 heures sur nos pratiques collaboratives. Et puis là, on demande justement qu'est-ce qui fonctionne bien. J'aime bien commencer par ça. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans notre équipe, parce que c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Et qu'est-ce qui peut être amélioré. Et pas qu'est-ce qui fonctionne mal, mais qu'est-ce qui peut être amélioré. Les mots sont importants des fois aussi. Je parlais de l'écoute active. Il y a aussi, quelque part aussi, parler sans jugement. Donner des feedbacks, c'est donner vos retours sans juger. Demander au groupe ou aux personnes autour dans l'atelier de parler en jeu. Ça fait partie du cadre aussi. Parler en jeu, c'est-à-dire de s'exprimer en disant je. Clôturer la réunion avec ces feedbacks, ça c'est important. Autant vous avez fait un ice break, vous avez brisé la glace en début de réunion,
c'est tout aussi important de clore une réunion. Et la clore avec les feedbacks, c'est hyper important, en fait. Ça peut être, si je suis dans une formation, si je suis en train de donner une formation à des gens, ben moi, ça va me permettre de repartir avec des pistes d'amélioration, par exemple. Ou d'améliorer peut-être, je n'avais pas fait attention sur ma posture, là, j'ai pas été juste. C'est possible, ça arrive, on est humain. Donc, vous voyez des feedbacks sans jugement, voilà, chacun donne son retour, mais il n'y a pas de débat là-dessus. Vous les notez en tant que facilitateur et vous repartez avec. Participer au groupe de mastermind, travailler autrement. Bon, ça, c'est ce que je souhaite mettre en place. Un groupe de mastermind, c'est un petit peu là, on est vraiment axé sur l'intelligence collective. C'est comment faire en sorte que 1 plus 1 est égal ou supérieur à 3. C'est de se dire, le mastermind, c'est l'esprit maître, c'est quand vous mettez 2 individus ensemble minimum, finalement, il y a comme une entité supplémentaire qui se crée, qui est invisible, mais qui est très puissante. C'est un petit peu ça le pouvoir de l'intelligence collective. Et créer des groupes de mastermind dédiés à une thématique, bah c'est derrière, ça va être de l'entraide, ça va permettre aux gens d'être beaucoup plus créatifs, d'aller explorer des choses qu'ils n'auraient pas osé autrement. Il y a du soutien entre les gens. Donc ça, c'est ce que je vais mettre en place prochainement. Donc, si vous commencez à travailler avec tous ces petits trucs que je vous ai donnés avant, si vous travaillez sur les 3 facteurs de l'intelligence collective, que sont les individus, les groupes et les interactions entre les individus, en fait, très rapidement, vous allez commencer à avoir des résultats. Des individus, là je dis qu'ils grandissent plus rapidement. En fait, ça peut être à la fois de l'épanouissement, mais on peut avoir des leaders qui se révèlent. On peut avoir des groupes qui décident de lancer un projet parce que l'élan est là, l'énergie est là. Donc c'est en ça que je parle aussi d'une plus grande capacité créative et collective. Ça devient facile de résoudre des difficultés et des problèmes si vous mettez tout le monde dans une sécurité psychologique où on a la possibilité de s'exprimer. Toutes les difficultés que je rencontre, d'un coup, je les note sur une feuille de papier parce que je sais que la semaine prochaine, on va avoir un temps dédié à traiter ces difficultés. Je n'ai pas besoin de remuer ciel et terre, là, je vais pouvoir le traiter à un moment donné. C'est pour ça que c'est important, de manière régulière, d'aller... c'est un petit peu l'image de la cocotte minute, on permet à la cocotte de libérer la pression. Avec tous ces outils-là, avec toutes ces méthodes et puis toute cette pratique, l'organisation elle devient de plus en plus apprenante et puis favorise finalement les nouveaux développements. C'est de l'innovation à la fois, je vous dis, ça peut être purement opérationnel, ça peut être stratégique, comme ça peut être vraiment organisationnel. Donc le chemin, quelque part, qui est à parcourir, l'expression c'est l'important, c'est pas le résultat, c'est le chemin. Si vous commencez à vouloir aller vers la posture de facilitateur, à découvrir ce qu'est l'intelligence collective, bah, c'est un petit peu ça. C'est déjà savoir, c'est de commencer à lire, en commençant avec ce webinaire. Il y en a où vous êtes à différents niveaux de savoir autour de ces sujets-là. Ensuite, c'est commencer à expérimenter. On va commencer à savoir faire. Ensuite, c'est le savoir-être. Elle est là, la posture. Donc, avant d'avoir la posture de facilitateur, il faut déjà avoir fait les 2 étapes d'avant, quelque part. Et ensuite, quand on est dans une dynamique où on veut vraiment lâcher prise, on forme des facilitateurs en interne, dans son équipe, et on transmet. C'est ce que j'appelle le savoir-faire faire. Donc, c'est en ça que je souhaite, moi, accompagner. Si je me reconnecte à mon ambition première en partageant avec vous ce webinaire, moi, c'est de former un maximum de facilitateurs pour qu'on fonctionne autrement dans toute forme d'organisation.
il y a tellement de problèmes en termes de risques psychosociaux, la qualité de vie au travail. On l'a vu, ça, c'est des sujets qui sont récurrents. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, mais finalement, la posture du facilitateur, c'est assez simple, hein. C'est garder en tête les fondamentaux de l'intelligence collective, euh, et c'est de prendre soin de la relation. Si vous prenez soin de la relation entre les gens, euh, tout ce qui est tâche, tout ce qui est opérationnel, ça va se faire tout seul derrière. C'est vraiment là une croyance, et puis ça serait intéressant de vous voir réagir sur le sujet. Et voilà un petit peu tout ce que j'avais en tout cas à partager.